Il y a vraiment des enjeux qui dépassent le petit bénéfice que le citoyen pourrait en retirer. Je pense aussi que c'est dû au fait que les ondes sont invisibles. C'est qu'à partir du moment où on ne voit pas la chose, on a l'impression que le risque n'existe pas. Bonjour Gilles Robert, vous êtes coordinateur de l'Observatoire Centre-Ardennes. Donc parlez-nous un peu de ce que vous faites. Où sommes-nous ici Voilà, alors comme vous venez de le signaler, l'Observatoire Centre-Ardennes, bien évidemment, se trouve en Centre-Ardennes, donc dans un petit village qui s'appelle Grappe-Fontaine, qui appartient à la commune de Neufchâteau. Et ce lieu, il est assez propice au fait d'ériger un observatoire, puisque, comme tout le monde sait, vu de l'espace, la Belgique n'est qu'une tache de lumière en raison de l'éclairage très abondant. Et on bénéficie ici un peu d'un îlot où la pollution lumineuse est relativement faible. Et pour observer les étoiles, bien entendu, il faut effectivement fuir toute source de lumière. Et donc l'Observatoire Centre-Ardennes, qui est le seul observatoire public de Wallonie, est idéalement situé. Et c'est la raison pour laquelle on a diversifié donc l'offre pour que tout un chacun, passionné ou néophyte, puisse à la carte, ce rendez-vous, venir faire une activité en relation bien sûr avec l'astronomie au sens très large, mais il ne faut pas oublier que nous faisons partie d'une ASBL qui s'appelle les Cercles des naturalistes de Belgique et qui dispense d'activités en relation avec la faune et la flore. Donc ça veut dire qu'on traite la nature, on va dire, des entrailles de la Terre jusqu'aux confins de l'univers. Donc nous sommes assez généralistes sur la question. C'est un des seuls centres en Belgique où le ciel est encore vraiment bien visible. Oui. On parlait de pollution lumineuse, c'est important de juste dire en vitesse quelle est l'importance de la pollution lumineuse dans nos pays, quoi, oui, voilà. Surtout dans nos villes. Voilà, donc quand on prend une image depuis l'espace de la Terre, côté nuit, on se rend compte on se croirait à Noël, on a une espèce de guirlande comme ça, surtout au bord des côtes, dans certains pays plus que d'autres. Et la Belgique, par rapport à sa petite taille, est un point de lumière. Donc on a cette tendance à utiliser l'énergie nucléaire la nuit, plutôt peut-être que d'utiliser à des choses plus rationnel, l'homme est un animal diurne et donc on a peur de la nuit et on a cette culture en Belgique d'éclairer. Alors bien entendu, il y a des projets d'amélioration, de remplacement de l'éclairage, donc il y a notamment au niveau de la Wallonie le projet 4.0 qui est en fait un remplacement par du LED qui quelque part est moins énergivore. Je pense que la lumière est sans doute plus agréable quand on roule, parce qu'il y a déjà quelques tronçons qui sont équipés. Je dirais le seul souci du LED, c'est qu'il a un spectre, donc une bande passante qui est beaucoup plus large que simplement le sodium, ces fameuses lampes oranges très énergivores, qui elles, étaient beaucoup plus faciles à filtrer quand on fait par exemple de l'imagerie en astronomie, et donc on mettait un fil par rapport au sodium et on éliminait une partie de l'information lumineuse. Le LED est beaucoup plus large, donc si on enlève cette frange, on n'a plus rien. Alors ça, c'est un problème pour la photographie astronomique, mais il y a aussi la question de l'impact sur la faune et la flore. Donc tous les animaux nocturnes, etc. Voilà, c'est un autre débat, mais donc c'est pas pour rien qu'on mène un projet pilote en province de Luxembourg qui s'appelle Province de Luxembourg Espace Étoilé, où on essaye justement de rendre la nature authentique, parce que c'est bien d'avoir une forêt authentique, etc. Mais le ciel doit accompagner justement la qualité de la nature, et donc on y travaille avec un comité de pilotage qui s'est réuni jusqu'à présent 5 fois, et avec le Covid, c'est un petit peu suspendu pour le moment, mais ça va reprendre de plus belle. Le rapport de l'humain au ciel a énormément changé en quelques siècles. Est-ce que vous pensez qu'on imagine plus facilement maintenant notre lien entre la vie sur Terre et ce qui se passe dans le ciel, dans l'espace, autour de nous? Oui, donc il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui sont excessivement pointus et qui font des percées scientifiques
en termes de connaissances. Je pense qu'on n'est jamais allé vraiment aussi loin. Et donc, la plupart des citoyens, bien entendu, connaissent le fait que, voilà, on explore, on apprend des choses. Mais le grand paradoxe, c'est que avant, si on n'avait pas cette connaissance pointue, il y avait bien entendu beaucoup plus de superstitions, de croyances, mais l'homme, même s'il n'avait pas forcément toujours les bonnes explications par rapport à des phénomènes naturels, avait, de par le fait qu'il était sans doute moins casanier, qu'il était confronté justement par l'absence d'éclairage et toutes les commodités, à observer plus la nature, eh bien, quand il y avait un événement céleste qui se produisait, eh bien, il le voyait. On peut presque dire, tiens, hier il y avait un astre qui n'y était pas. Ce qui paraît complètement fou aujourd'hui, parce que les gens ne voient plus le ciel. Pour donner une idée, dans un désert absolu, sans lune, sans nuages, on voit 3500 étoiles à l'œil nu. Ici, on a encore la chance d'en voir plus ou moins dans les bonnes conditions, à peu près 2500. À Bruxelles, selon l'endroit où vous vous trouvez, c'est entre 8 et 15 étoiles maximum. Donc on a vraiment la modernité, le côté casanier, notre rythme de vie, un peu métro-boulot-dodo, fait que tout ça mis ensemble, on a une connaissance peut-être théorique de ce qu'est le ciel, à travers les outils numériques, les vidéos, on peut bien sûr voyager, mais ce n'est plus le contact réel. On ne le vit plus. Et donc, moi j'aime quand même rappeler, et c'est quand même fondamental, que la préservation du ciel nocturne, que ce soit par rapport à toutes sortes d'intrusions, c'est une catastrophe, parce que philosophiquement, on va quand même se poser la question de savoir qu'avant que l'homme ne voyage avec les moyens dont on dispose aujourd'hui en termes de communication, eh bien, quel était le point commun jadis entre le Touareg, entre la personne, le berger, pour prendre des choses très clichés, et quelqu'un qui habitait en bord de mer? Ils avaient un univers paysager tout à fait différent, mais qu'est-ce qu'ils avaient en commun? C'était avoir une vision du ciel étoilé avec la vision de la galaxie, de la Voie lactée, etc. Donc, il y a ce patrimoine commun qui réunit depuis toujours l'homme. Et nous en priver par toutes sortes de polluants, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est grave, et qui est d'autant plus grave que c'est notre porte vers l'extérieur, le ciel. Donc, c'est vraiment important de se dire, quand on sonde le cosmos par des télescopes qui captent beaucoup de lumière et qu'on arrive à voir des choses extrêmement lointaines, eh bien, on remonte dans le temps. Puisque la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, elle est finie. Donc, quand je vois la Lune à 400 000 km, je la vois avec 1 seconde de retard, le Soleil 8 minutes, etc. Donc, plus on va regarder loin, plus on va voir les choses telles qu'elles étaient il y a autant de temps. Et donc, l'astronome et l'archéologue font un peu le même métier. Donc, plus on va en profondeur, plus on va rechercher des choses qui appartiennent au passé. Et comme on le sait, parfois le passé nous permet de découvrir des choses et aussi peut-être de ne plus faire les mêmes erreurs. Et je crois que c'est vraiment fondamental justement de préserver cette possibilité de sonder l'univers avec des moyens qui ne sont pas mis à mal simplement pour des raisons parfois purement économiques. Oui, c'est fabuleux. Donc, si quelqu'un pouvait nous voir du soleil, imaginons, il nous verrait 8 minutes avant. Oui, voilà, exactement. Voilà. Donc, je pourrais dire que paradoxalement, plus on découvre l'immensité de l'univers, qui est en expansion permanente, constituée d'une infinité de galaxies, où la Terre, en fin de compte, n'est rien, même pas un grain de sable, plus l'homme se veut central, quoi. C'est vraiment paradoxal. Plus il se ressent sur lui-même, plus il voit que c'est grand, plus ce paradoxe vous interpelle. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de paradoxes dans notre société, et je crois que nous-mêmes, nous sommes aussi un peu un tissu de paradoxes. Mais effectivement, quand on prend les cosmogonies anciennes, si on prend par exemple l'Égypte, ils connaissaient des pays voisins, mais quand ils représentaient leur pays, il était toujours au centre, avec une terre plate. Et je crois que tout le monde a eu ce mauvais réflexe, mais on pouvait pardonner à l'homme de se croire au centre de l'univers, puisque à partir du moment où on n'avait pas conscience que la Terre tournait et qu'on pensait que c'était tout l'univers qui tournait autour de nous,
on était trompé par ce que l'on voyait. Et puis on a eu bien entendu Galilée qui a déplacé le géocentrisme, la Terre au centre, au Soleil au centre, l'héliocentrisme. Et puis on s'est rendu compte que le Soleil n'était pas du tout au centre. Et puis on a eu conscience qu'on appartenait à toute une structure, une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et jusqu'à peu près 1924, avant qu'Edwin Hubble ne constate que ce qu'on prenait comme nébuleuse, comme nuage de poussière tel qu'il en existe, tout n'était pas nébuleuse, mais on avait des galaxies lointaines. Donc là, c'était une gifle ultime pour l'égocentrisme de l'homme, de se dire l'univers est beaucoup plus grand. Et alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure en aparté. Effectivement, notre galaxie est une grosse galaxie qui contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et dans l'univers observable, eh bien, on estime qu'il y aurait 100 milliards de galaxies. Alors si on est très très gentil, qu'on n'attribue que, si j'ose dire, 100 milliards d'étoiles par galaxie, ça nous fait 100 milliards fois 100 milliards d'étoiles, et on sait aujourd'hui que potentiellement il y a autant de planètes. Ce qui signifie qu'il y a une petite règle de 3 qui a été faite, de dire, eh bien, il y aurait potentiellement plus d'étoiles ou de planètes que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Alors là, c'est fort. Et j'invite tous ceux qui vont aller sur la plage à prendre du sable en main, de jouer avec et de se dire, voilà, un grain de sable, c'est notre étoile, le Soleil, et imaginez un peu le sable qui est autour de vous et que toutes les plages du monde ne suffisent pas. Alors, bien entendu, le Big Bang a généré, bien entendu, la matière dite baryonique que l'on connaît. À un moment donné, on arrive à pouvoir voir des forces fondamentales. On en connaît 4, peut-être qu'une 5e qui va peut-être faire son apparition, enfin en tout cas sa découverte, les scientifiques y travaillent. Mais ce qui est fondamental, c'est de se dire que les forces en présence et les matériaux en présence, l'univers est quand même relativement homogène. Et donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'un endroit dans tout cet univers où il y ait une planète et où il y ait de la vie. Donc la vie doit sans doute exister ailleurs. Le problème, c'est la distance. Une année de lumière, j'aime bien de le rappeler, c'est 10 000 milliards de kilomètres, une année de lumière. Ce serait quand même bien échu qu'on trouve une planète tout de suite habitable à 100 années de lumière. Ça, ce serait vraiment très 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 près. Mais rendez-vous compte, une année de lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Alors imaginez 100 années de lumière. L'étoile la plus proche après le Soleil, Proxima du Centaure, un peu plus de 4 années de lumière, 40 000 milliards de kilomètres. Alors, je rappelle que les Américains ont envoyé des sondes Pioneer et Voyager, dont la plus lointaine, avec une vitesse constante, après 40 ans de 65 000 km/h, n'a fait que 15 milliards de kilomètres à la grosse louche. Donc, rendez-vous compte, l'étoile la plus proche, 40 000 milliards, notre sonde a fait 15 milliards. Donc, 40 000, 15. À 65 000 km/h en permanence pendant 40 ans. Donc, si quand bien même on va envoyer des missions, peut-être même une poignée d'hommes un peu kamikazes vers d'autres lieux, l'humanité ne saura pas quitter la Terre. Ça, c'est un leurre absolu. Il faut arrêter de penser, parce qu'on utilise des chiffres aussi simples que 1 ou 4 en unité d'années de lumière, ça représente des distances inimaginables. Donc on n'a pas d'autre choix que de préserver notre planète. Il n'y a pas de plan B au niveau de l'humanité. Et ça, c'est fondamental. On ne peut que conserver notre nature de la manière la plus intacte possible. Oui, ces idées, ces rêveries de plan B, de planète B, sont en fait que des chimères qui permettent de continuer à exploiter la Terre, la seule qu'on a. On s'est rencontrés dans le cadre d'une conférence qui avait lieu au Parlement le 20 février, 5G, ciel et satellite, où je vous avais écouté sur les risques d'une nouvelle pollution qui est en fait inédite par rapport à ce qu'on a, par rapport aux autoroutes éclairées en permanence, qui sont déjà nocifs. Là, la 5G sur le ciel, notre perception, mais aussi, on verra après sur les risques, et les possibilités d'anticiper certains risques, c'est une catastrophe. Bien oui, en fait, on connaît le projet Starlink, conduit de main de maître par Elon Musk, qui a beaucoup de sociétés, comme tout le monde le sait.
Et en fait, on profite d'un vide juridique au niveau international parce que l'espace n'appartient vraiment à personne. Et donc, il y a justement ce risque de voir justement des sociétés qui, pour des raisons qui leur appartiennent, qui sont quand même liées souvent à des projets plutôt de business, profitent de ce vide juridique pour, au final, envoyer, et le projet est de 42 000 satellites en orbite basse, qui va bien sûr mailler le monde entier, donc tout le monde en aura des nuisances. Et l'idée est de proposer la 5G partout, en permanence. Le souci, c'est qu'on a 42 000 satellites, ce qui veut dire qu'on en a à peu près 11 à 12 fois plus que les étoiles visibles à l'œil nu. Alors bien entendu, ces satellites, actuellement, on essaye de les peindre, donc ils essayent de réagir pour essayer qu'ils soient beaucoup moins visibles. Donc ça, c'est une chose, mais n'oublions pas que quand on fait des poses photographiques, on a des capteurs très sensibles. Donc on risque d'avoir, à un moment donné, avec autant de satellites, lorsqu'on fera une pause de quelques minutes, inévitablement des lignes qui vont traverser le champ photographique. Et donc on va, bien entendu, perdre de l'information, on va avoir bien sûr des impacts sur la qualité scientifique des travaux. Et ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. La boîte de Pandore. Exactement. Donc, outre les risques sur la santé, il y a quand même aussi... Le risque, c'est souvent des astronomes amateurs qui perçoivent un astéroïde ou une comète qui risque de rentrer en collision. Et donc, chaque année, grâce à un ciel qui est encore à certains endroits visibles, on peut les détecter. Mais avec la 5G, il y a vraiment ce risque. Confirmez-moi qu'on ne les voit plus, au fait. On les voit mal. Voilà, en fait, les astronomes amateurs, leur force, c'est leur nombre. Et généralement, pour déceler ce qu'on appelle des petits corps, que ce soit des comètes ou des astéroïdes, faut quand même se rappeler que la dernière extinction de masse, c'était il y a 65 millions d'années, et qu'on présume que c'est un impacteur qui en serait la cause. Et tout le monde s'accorde à dire que, vu le nombre d'objets qu'on appelle des géocroiseurs, donc d'objets de petite taille qui croisent l'orbite terrestre, qui fait 1 milliard de kilomètres environ, il y en a quand même un paquet, donc ça se compte par dizaines. Et il appartient justement aux astronomes amateurs aussi, quand ils veulent faire un travail scientifique, d'essayer de voir dans quelle mesure les objets qui sont connus suivent gentiment l'orbite que l'on a calculée. Parce qu'à partir du moment où ils passent à proximité d'une planète géante comme Jupiter, Saturne, etc., eh bien, ils se font dévier. Donc, ce sont des objets, de par leur petite taille, qui sont relativement instables. Et donc, l'idée est de pouvoir, en tout cas, surveiller et garantir qu'il n'y aura pas, à un moment donné, un risque planétaire. Et la question est de savoir combien de temps avant est-ce qu'on doit être averti pour pouvoir éventuellement infléchir le cours des choses. Ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, à partir du moment où déjà on passe entre les mailles du filet, de toute façon, parce qu'il y a, voilà, je veux dire, on a beau avoir des centaines d'astronomes amateurs qui observent le ciel est tellement gigantesque et les objets sont tellement petits et peu lumineux qu'il y en a certains que l'on rate. À partir du moment où on va devoir tenir compte, c'est-à-dire s'adapter par des logiciels pour pouvoir essayer d'éviter les satellites, pour pouvoir faire des images le moment opportun où il y a moins de gêne, ça veut dire qu'on rend le travail de recherche encore un peu plus compliqué. Et voilà, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, et on a bien vu avec la pandémie du Covid, on considère que la menace vers un État est généralement le voisin, donc on met beaucoup d'argent dans l'armement. Alors je ne vais pas dire, ça ne m'appartient pas, je ne suis pas un spécialiste, qu'il ne faille pas mettre de l'argent dans les moyens militaires, mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question de savoir, et le Covid en est la preuve, est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu plus subtiles, un peu plus insidieuses, qui sont des menaces majeures. Et une menace majeure, c'est bien celle-là, c'est l'impact avec un de ces objets, et on sait que statistiquement, ça va arriver.
Ça peut arriver demain comme dans peut-être 20 millions d'années. Vous le savez, mais vous ne pensez pas que de nouveau, paradoxalement, ce risque majeur est tout à fait nié parce que l'humain qui se prend pour le centre de tout, il n'arrive plus à croire que l'humanité pourrait disparaître, quoi. Comme il n'arrive pas à croire à sa propre mort, en fin de compte, hein, vous en parliez aussi, c'est quelque chose qui revient dans différents domaines scientifiques, mais en psychologie sociale aussi, ce fait de ne pas pouvoir imaginer que quelque chose pourrait éradiquer la planète en une fois, ou en tout cas la rendre invivable. Tout à fait. Ouais. Mais oui, voilà, en même temps, quand on voit les tsunamis, quand on voit les tremblements de terre, quand on voit justement les pandémies, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment d'excuses, parce que l'information est là, que d'imaginer que nos sociétés qui essayent bien entendu de dompter la nature, on sait toujours que la nature va gagner, même si elle y laisse un lourd tribut. Tous les jours, il y a des espèces animales, surtout dans le monde des insectes, qui disparaissent, alors qu'elles étaient là bien avant l'homme. Et à un moment donné, il faut se poser la question de se dire quel est l'acceptable. On est déjà, à mon avis, dans l'inacceptable, mais on continue comme si rien n'existait. On continue à progresser dans des technologies en se disant, oui, mais ça appartient à l'homme. L'homme a toujours voulu avancer. Aujourd'hui, on est bien content de ne pas devoir démarrer sa voiture en faisant un feu de bois en dessous du moteur et tourner la manivelle en hiver. On est bien d'accord. Mais le problème est de se dire, il faut mettre dans la balance le bien-être, ce qu'une technologie va apporter comme confort de vie, et en même temps en symbiose avec l'environnement. Est-ce qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui est plus ou moins en harmonie? Et souvent, ce n'est pas le cas. Avec aussi le fait de se dire, on va aller au-delà dans un développement qui est tout à fait soit improbable, ou en tout cas dont on ne connaît pas l'impact, l'incidence sur la santé ou la biodiversité, en se disant c'est complètement naturel, on en a besoin, il nous le faut, parce qu'on va nous créer des besoins. Comme on parlait de la mort, nous sommes des mortels, mais bien sûr, il y a des gens qui souhaiteraient qu'on devienne immortel, qu'on puisse devenir des androïdes. Et d'ailleurs, pour ne citer que Elon Musk, il a signalé il n'y a pas longtemps que lui, il souhaiterait que dans 10 ans, il n'y ait plus de langage entre les hommes et qu'on puisse nous pucer le cerveau, quoi. Alors, il y a un grand paradoxe aussi, c'est qu'on voit avec le RGPD, la société veut garder effectivement un degré de liberté qui a été très contesté par les mesures de confinement en disant on nous a privés de liberté. Mais Elon Musk, maintenant, avec ce qu'il fait au niveau du spatial, a le vent en poupe, et certains l'érigent en Dieu. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, à un moment donné, il a aussi des idées qui sont presque liberticides aussi. Et ce grand paradoxe, c'est là aussi. C'est qu'à un moment donné, on ne veut pas être suivi, et en même temps, on ne réagit pas à des menaces technologiques qui au final, sont excessivement dangereuses. Vous avez mis un appel des astronomes avec des centaines, je crois, de personnes, c'est pas des milliers, je ne sais pas combien, il y a un petit temps, demandant notamment un moratoire sur le lancement de satellites. Quelle était la réponse des politiques En fait, quand on dit, je ne suis pas du tout à l'origine de ça. Moi, j'ai simplement signé donc cette pétition. Et la réponse des politiques, je pense qu'il n'y a pas une réponse. Alors, il y a une grande diversité, hein, donc je crois qu'on peut avoir du chef de certaines personnes plus ou moins influentes une écoute inquiète, une écoute polie, ou alors une écoute, on va dire peut-être parfois un peu méprisante. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment, comment je vais dire, un type de réponse. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on connaît la difficulté liée à l'Europe, au fait de pouvoir prendre position en mettant tout le monde d'accord au niveau des États membres. On connaît tous le problème des lobbies qui pèsent sur chaque député européen, et bien entendu ça fait la part belle aux projets comme ceux-là de 5G, un maillage, parce qu'on profite de la cacophonie de certaines
niveaux supranationaux, comme notamment l'Europe, pour se dire, ben voilà, on va pouvoir justement imposer les choses, et quand les choses seront là, ben on ne pourra plus que les accepter. La Commission européenne vient de dire qu'il fallait accélérer le déploiement de la 5G en Europe. Et alors, vous êtes peut-être pas au courant, début juin de cette année, le Conseil des ministres nationaux des télécommunications des États membres de l'Union européenne a publié un document intitulé « Façonner l'avenir numérique de l'Europe », où le numérique est présent comme le fer de lance au fait d'une croissance verte. Mais plus intéressant est que le texte envisage la possibilité de réprimer ceux qui s'opposeraient à la 5G. Donc attention, M. Robert, à ce que vous dites, parce qu'il pense qu'on pourra réprimer ceux qui s'opposent à la 5G, et aussi ceux qui diffusent, et je les cite, de fausses informations sur les réseaux 5G, notamment sur les effets nocifs sur la santé. Ouais. Donc on en est arrivé à un point où peut-être dire que la 5G va avoir des effets nocifs sur le ciel, mais aussi sur la santé des humains, pourra être réprimé et qu'on pourra nous être en prison. On est au fait de nouveau un paradoxe où l'Europe et tous les États veulent une croissance rapide et de l'argent qui rentre. Avec la 5G, ça va être ça, parce qu'on va devoir remplacer des milliards d'objets, alors qu'à côté, vous expliquez hors caméra que pour avoir un peu d'argent pour un petit centre, un petit observatoire ici qui ne rapporte rien directement, hein, qui rapporte pas énormément par rapport à leur grand projet, c'est très difficile. On est vraiment dans un nœud, au fait, là. Quel est votre espoir de gagner le combat par rapport à ça L'espoir, je pense que l'espoir, il est maigre. Maintenant, pour en revenir à la question de se dire qu'on ne peut pas s'opposer à la 5G, bien entendu, je trouve que forcément aller brûler des pylônes, si ça reste symbolique, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure façon de rendre la cause sympathique. Dire aussi que le Covid aurait son origine par rapport au micro-ondes de la 5G, je trouve personnellement ça complètement ridicule et ça dessert la cause. Donc je crois qu'à un moment donné, entre les extrêmes, il faut rétablir, peut-être revenir à quelque chose peut-être un petit peu rationnel et avec des appuis scientifiques. Et justement, on sait qu'en Suisse, la 5G est déjà un peu plus loin au niveau des pylônes, au niveau terrestre, et beaucoup de gens se sont inquiétés de céphalées et de nuisances. Il y a des études qui ont été faites notamment à la KUL avec des insectes, où on voit que lorsqu'ils sont soumis à des ondes telles que la 4 ou la 5G, c'est complètement perturbant. Il y a aussi le fait que les micro-ondes utilisées sont absorbées en grande partie par les feuilles des arbres qui sont quand même constituées, comme le corps humain, à plus de 85% d'eau. Et là, c'est quand même quelque chose qui ne peut que nous interpeller. Ce qui se passe, c'est que, comme disait bien Madame Rivasi lors de cette table ronde sur la 5G, c'est qu'on essaye de faire passer la 5G vers le consommateur mouton, comme je le définis, en se disant vous allez avoir un temps de latence, un téléchargement beaucoup plus rapide, et comme elle le disait très bien, pour la paraphraser, que l'on télécharge un film en 30 secondes plutôt qu'en 2 minutes, il faut quand même 90 minutes pour le visionner. Et ça, c'est quand même fondamental. Il faut quand même ne pas perdre de vue qu'en réalité, la 5G n'est pas faite pour le citoyen. Bien entendu, c'est la manière la plus habile de la faire accepter. On rappelle aussi que les smartphones, il y a à peu près que 2% et des smartphones les plus onéreux qui peuvent passer du jour au lendemain à la 5G. Ce qui signifie qu'on a déjà une obsolescence assez programmée, ou en tout cas une obsolescence courte par rapport à nos smartphones. Et la majorité des consommateurs n'attendront pas que la fin de vie de leur smartphone, il faudra en fabriquer des milliards, avec bien sûr tous les métaux lourds, les polluants, etc. Et ça, je crois que ça, c'est la chose qu'on essaye de nous imposer pour accepter la 5G. Alors que derrière ça, il y a la conduite autonome des voitures électriques, notamment comme Tesla. Il y a aussi une volonté par du commerce en ligne comme Alibaba, Amazon, de pouvoir avoir des drones qui vont vous livrer les colis à domicile avec des routes, des petites routes destinées aux drones. Et puis aussi, bien entendu, la défense américaine, qui a vraiment besoin aussi d'avoir pour leurs drones une précision, on va dire, encore plus chirurgicale. Et donc, voilà, il y a vraiment des enjeux qui dépassent le petit bénéfice
que le citoyen pourrait en retirer, sans compter justement la question du principe de précaution par rapport aux nuisances de ce rayonnement. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que dans nos sociétés, et on le voit avec la pandémie, alors il y en a certains qui contestent qu'on aurait peut-être dû faire plus comme les Pays-Bas, peut-être protéger les plus faibles et continuer à avoir une vie économique. Ça, c'est un choix, et franchement, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, chaque fois qu'il y a un risque sanitaire, que ce soit la peste porcine, on a bien vu ici avec tout l'abattage des sangliers, que ce soit après le 11 septembre, la problématique de l'anthrax, on a la grippe aviaire, on a eu la tremblante du mouton, la vache folle. Et dès qu'on a une menace sanitaire, on prend des mesures qui vont carrément parfois mettre à mal tout un pan de secteur de la société pour assainir, pour ne prendre aucun risque. Alors on peut se poser la question, est-ce que le risque c'est quoi ? Est-ce que c'est le risque vraiment de la santé ou est-ce que c'est le risque économique ou les deux ? D'accord ? Mais ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent attention, il y a un principe de précaution, il faut bien entendu être beaucoup plus prudent et faire des tests, il faut essayer d'avoir des avis neutres sur la question. Et on a l'impression que dans ce cas-là, c'est comme si ça n'existait pas. Et ça, je pense aussi que c'est dû au fait que les ondes sont invisibles. Les ondes sont invisibles. Les virus sont invisibles. Et je crois que ça, c'est assez fondamental dans la psychologie aussi de l'être humain. C'est qu'à partir du moment où on ne voit pas la chose, on a l'impression que le risque n'existe pas. Vous n'allez pas traverser une autoroute à 4 voies les yeux bandés. Parce que vous avez vu qu'il y a des camions ou des véhicules qui circulent. Et alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas prendre le principe de précaution et se dire moi je vais accepter d'avoir un pylône GSM 5G à 20 mètres de la chambre de mes enfants. Mais non, là on ne voit pas l'onde, donc le danger n'existe pas. Et c'est ça un petit peu le danger. C'est aussi lié je pense à notre capacité d'imagination qui se trouve de plus en plus réduite. Je veux dire, pour conclure, qu'est-ce que l'astronomie, l'observation du ciel peut nous apporter comme sagesse par rapport à toutes ces folies terrestres ? La sagesse, c'est effectivement de se rendre compte qu'on est sur un atome flottant dans l'univers, bien entendu, et qu'il va y avoir sans doute de la vie ailleurs, mais ça reste, comme j'expliquais, à la fois quelque chose de banal, parce que notre étoile, notre planète est sans doute assez banale, mais en même temps, elle est fondamentale et elle est précieuse parce qu'on ne la trouve à la fois pas partout, et puis qu'on y est attaché, c'est notre vie, on est en symbiose avec elle, et à partir du moment où on se rend compte qu'on n'a pas le choix, on doit bien entendu la préserver. Et c'est quand même se poser la question sage de se dire, est-ce qu'on doit tout le temps, sous prétexte que l'homme envie d'avancer, tout accepter et créer les besoins. Parce que Aurélien Barraud a dit quelque chose de très vrai dans une de ses vidéos. Il dit « Moi, je l'utiliserai, la 5G. Mais ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je la demande. Mais à partir du moment où elle sera là, elle nous aura tellement créé de besoins qu'on se dira « Mon Dieu, heureusement qu'elle est là. Et qu'est-ce qu'on faisait avant ?» Mais aujourd'hui, la majorité des choses fonctionnent avec une 4G qui était déjà contestée parfois pour certaines choses, mais elle apporte quand même des solutions et un confort suffisant. Alors, bien entendu, à quel prix ? Et alors, on va dire la 5G va permettre éventuellement d'apporter de la technologie dans des pays qui sont des pays du tiers-monde. On pourra éventuellement opérer des gens à distance, etc. Oui, certainement qu'un jour on pourra le faire, mais il faut mettre dans la balance le gain dans le fait de sauver X vies par des robots qui vont opérer à distance par rapport à tous les risques sanitaires, de confort de vie, et voire de cancer. Il y a aussi des dermatologues qui ont signé d'ailleurs une pétition où ils s'inquiètent en termes de rayonnement. Donc c'est là où, au moment donné, je veux dire qu'il faut être très critique et aligner des chiffres. Et la justification de dire on va apporter la 5G partout n'est peut-être pas forcément l'argument le plus pertinent par rapport aux gens qui défendent la 5G. Merci, Jean-Robert. Merci à vous aussi.